Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Ah, ça fait plaisir de voir des visages. Bonsoir Louise Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir Annie. Je suis une petite nouvelle invitée par Florence Bouvachon. Ah, Bah, super, bienvenue. bienvenue. Voilà, Bienvenue. merci. Donc, Alors, je viens juste de tomber en panne de connexion Internet. ah, Donc, j'espère que je ne serai pas coupée. Parce bah, que en je tout suis en cas, partage de connexion. sachez qu'on enregistre en fait ce traversier. Donc voilà, pour les personnes qui ne pourraient pas être là ou si jamais ça coupe entre deux, ça sera complètement enregistré et rediffusé par la suite. Donc Merci. voilà, faut pas avoir peur. Je vous invite effectivement, si vous le voulez et que votre connexion vous le permet, à mettre votre vidéo pour qu'on puisse vous voir au fur et à mesure et qu'on puisse voir les visages et voilà, être au clair par rapport au micro. Ce qu'on va faire, c'est de privilégier qu'il soit coupé et que pour échanger et poser éventuellement des questions, vous puissiez le faire dans le chat. Et donc, ça sera ma partie euh, qui sera d'être un peu le monsieur technique de la soirée, de pouvoir voilà, gérer un petit peu ce qui va se dire dans le chat, recueillir vos questions, arriver à les poser au bon moment, et puis voilà, de pouvoir enchaîner comme ça pendant 1 heure avec Ananda Devi. On est presque au complet des gens qui se sont inscrits. En tout cas, bienvenue. Il y a un peu le monde entier, moi je le sais, mais on a la France, on a du Québec, on a du Sénégal, on a de la Réunion. Donc voilà, et donc la Terre est représentée grâce à ce moment en visio. Donc c'est plutôt chouette. On va attendre quelques minutes encore et puis on fera comme d'habitude, de se lancer 1 ou 2 minutes et puis on va se lancer comme ça, les gens arriveront au fur et à mesure. En tout cas, merci. J'en profite aussi, donc au nom de la Presqu'île, euh, Bonsoir. pour remercier Ananda Devi de venir voilà, dans ce traversier, ce deuxième traversier qui va nous embarquer pendant 1 heure pour voilà, avoir découvrir l'univers d'Ananda Devi, découvrir des textes, mieux connaître aussi d'où vient cette poésie-là. Et puis effectivement, un moment aussi d'échange. Donc encore une fois, n'hésitez pas à écrire dans le chat, à m'envoyer vos questions pendant toute la durée du traversier. Et je remercie, oui, Louise Dupré, qui était notre première invitée et qui est là aujourd'hui. Donc le relais se passe d'une terre à l'autre via aussi ce projet. Et c'était aussi l'enjeu que de réunir nos adhérents de la presqu'île via ces outils et de pouvoir permettre aussi de se connecter à distance. Donc voilà, encore merci Louise d'avoir été la première et merci à Ananda d'être là ce soir pour ce second moment. Merci de m'inviter, surtout. Je suis ravie, surtout de pouvoir parler à des personnes qui sont un peu partout dans le monde. C'est ça un peu la magie de cette technique, de cette technologie que parfois on n'apprécie pas trop parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est vrai que ça permet à tellement de personnes de se rejoindre de différents endroits dans le monde qu'il y a quand même du bon à cette technologie-là. Eh bien, lançons-nous. Comme on a 1 heure devant nous, allons-y. Et puis, je laisse Ariane et ou Bruno aux commandes. Et puis, je vais faire en sorte pour, donc, au niveau technique, que Ananda, Ariane ou Bruno, en fonction des prises de parole, soient normalement les personnes que vous voyez en grand dans votre écran. Donc, voilà, ça devrait se faire automatiquement au fur et à mesure. Et bon traversier à tous. Merci. Hmm.
Merci Clément pour l'organisation. Merci Ananda d'être là et merci à toutes et tous de partager ce moment ce soir. Ananda, il y a beaucoup de personnes ici qui te connaissent déjà. Donc je vais te présenter, mais vais te présenter brièvement. Et surtout, si je dis une bêtise ou si tu as quelque chose à ajouter, tu n'hésites pas. Donc tu es né en 57 à l'île Maurice, à Trois-Boutiques précisément, de parents d'origine indienne. Tu as commencé à écrire très jeune. Tu as commencé à écrire enfant et tu as eu un premier recueil de nouvelles publié à 19 ans. Pour autant, tu t'es quand même lancé dans des études d'anthropologie, mais très vite, tu es retourné à tes premières amours et tu t'y es consacré pleinement avec des romans qui vont paraître dans plusieurs maisons. J'ai noté les nouvelles éditions africaines, l'Harmattan, mais plusieurs autres maisons, parfois un peu confidentielles. Et Mhm. puis en 2001, il y a ce premier roman chez Gallimard, Pagli. Et à partir de ce moment-là, tu vas continuer à publier à la fois chez Gallimard, mais aussi après chez Grasset, chez Zulma, récemment chez Stock. Et puis bien sûr, la poésie qui est toujours là, qui s'immisce un peu dans la forme romanesque, en tout cas des frontières qui sont de plus en plus poreuses. Et puis un beau jour, moi j'aimerais bien savoir un peu comment ça s'est passé. En 2011, il y a un livre qui paraît aux éditions Bruno Doucet, un tout petit livre dans une collection qu'on a un peu mise en sommeil depuis quelque temps, mais qui a été très importante dans l'histoire de la maison. Une collection qui s'appelle Embrasure et qui avait pour vocation de faire découvrir le meilleur de la poésie dans un petit format et à petit prix. Et ce texte, c'est Quand la nuit consent à me parler. Et je pense que j'avais envie de commencer la rencontre peut-être avec Ananda, si tu peux nous lire le premier poème de ce livre. Et Mhm. après, Bruno et Ananda, si vous pouvez nous raconter comment ce livre est né, je crois que ce serait une formidable entrée en matière. D'accord, super. Bonjour à tous. Très contente d'être là et puis de retracer cette aventure hein, de poésie avec Bruno. On racontera tout à l'heure. Donc, je vais commencer par le premier poème. Quand la nuit consent à me parler. À l'aube, tu descendras pieds nus, boire à la rivière comme ces chats muets aux pattes cramoisies. Tu glisseras sur les pentes endormies de plaisir, suivre la piste argentée des limaces écrasées. Tu iras au midi chercher l'évidence qu'un jour ici tu as vécu, qu'il y avait des enfants, des amis, un amour, une constance. De tout cela ne demeure que le ciel bas, les herbes grasses, l'eau violente, les ruches abandonnées. Tu tends l'oreille aux voix des absents jusqu'à ce que la nuit enfin consente à te parler. Alors, pour la petite histoire, Bruno, quand il travaillait encore chez Segers, m'avait contacté quelques années avant ce recueil pour participer à une anthologie. Et je lui avais envoyé un poème qui avait été publié justement dans cette anthologie. Ensuite, on s'est rencontrés, on s'est croisés à un salon du livre, je crois que c'était à Chalon-sur-Saône. Bruno me corrigera si ma mémoire me fait défaut. Et là, on commence à discuter. Il me dit, ben, je ne suis plus chez Segers, mais j'ai l'intention d'avoir ma propre maison, de lancer ma propre maison d'édition, mais consacrée à la poésie. Et je lui ai dit, ben, c'est un peu enfin, une gageure, un enjeu compliqué. Il m'a dit, ben, ouais, moi j'y crois. Et si tu as des poèmes dans tes tiroirs, ben, voilà, je suis preneur. Et j'avais cette petite série de poésie très mélancolique, en fait, sur le passage du temps, sur l'exil, la perte des proches. Et je lui ai envoyé, et puis il a tout de suite été preneur, mais aussi parce que il se disait que dans ce petit format, ce petit livre qui ne coûtait pas très cher, les libraires pouvaient le mettre quasiment à côté de la caisse
n'est-ce pas? Et que ça, les gens vont feuilleter et en fait, c'est vrai que finalement, c'est un livre qui s'est, qui s'est bien vendu pour un livre de poésie. Et je pense que c'était merveilleux pour les faire peut-être retomber en amour le public qui avait un peu qui a parfois une impression de distance par rapport à la poésie ou que ce n'est pas peut-être facilement accessible. Alors que là, ce sont des mots très simples, vous avez entendu, c'est vraiment extrêmement dans une émotion très, très contenue et sans excès, mais qui peut parler directement au cœur, aux émotions des gens. Et ben voilà, c'est un recueil qui m'est très précieux et ben je ne cesserai jamais de remercier Bruno d'avoir permis qu'il existe. Bruno, je ne sais pas si tu veux Ah bah en si, parler aussi. on veut Oui, le point de volontiers. vue. Alors, moi, j'ai eu une petite déconnexion d'une minute au Ah moment oui, où tu as d'accord. pris la parole. Donc, Mhm. voilà, il y a une part manquante. Je ne sais pas exactement ce que tu as dit, mais j'ai bien entendu que tu évoquais notre rencontre dans les salons. Il me semble qu'on s'est vu à plusieurs reprises à Chaumont, au moment où les déserts c'était l'année des déserts. J'ai été invité pour mon gros bouquin, le livre des déserts. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à parler de ta poésie, mais pour moi, il y a eu une vie avant cette vie-là. Euh, une vie de lecteur, en fait, hein. Moi, je t'ai découverte, pardon, en librairie au moins 10 ans plus tôt. Euh, je pense que le premier livre que j'ai lu de toi, c'était je dirais, 2000, et c'est Moi l'interdite, publié Mhm. par la Fondation Dapper, qui est un Oui. texte qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné par sa puissance onirique, par les thèmes qu'il charrie. C'est un petit livre, hein, mais très, très incandescent, très dense. Mhm. Euh, Si je me souviens bien, un peu à la lisière entre le roman et le conte, mais avec une dimension Oui. onirique. Et c'est Mhm. un roman qui met en scène une femme frappée par ce qui semble être pour sa communauté une malédiction, c'est-à-dire elle est née avec un bec de lièvre et Mhm. elle doit affronter le regard des autres. Et donc voilà, ce livre m'a beaucoup impressionné. Et tout de suite après, alors je suis parti en direction de ta poésie et il se trouve que tu as publié un recueil que j'aime infiniment qui s'appelle Le Long Désir, Mhm. qui est paru chez Gallimard. Là, je crois que c'était en peut-être 2002 ou Je 2003. crois que c'était 2003, oui, 2003. 2003. Donc voilà. Donc ça, ce sont des lectures qui précèdent nos rencontres. Et puis ensuite, il y aura en 2008, au moment de la mort d'Aimé Césaire, cette envie que j'ai eue au moment où Segers commençait à partir à volo, de rassembler une vaste famille d'écrivains contemporains, 144 poètes de langue française autour du monde, comme une ceinture de main fraternelle Mhm. autour autour de ces guerres. Et je t'ai sollicité à ce moment-là. Tu dois t'en souvenir, c'est ce livre-là avec la, la couverture, avec un tableau de Nicolas de Staël. C'était le livre est paru en 2009, mais c'est en 2008 que je t'ai sollicité. Et ce que tu nous as donné à ce moment-là comme texte, nous l'avons repris dans Quand la nuit consent à me parler, c'est Les mots meurent de mort lente. Hein, c'est ce texte-là, voilà, que nous avons ensuite repris dans ce petit livre. Euh, donc pour moi, c'est ça, il y a une vie de lecteur et alors de lecteur admiratif, hein, de lecteur, je dirais, un peu subjugué par la puissance de ton écriture, par ta capacité à produire des images, par la dureté des thèmes que tu abordes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé et que j'aime. Surtout dans les romans. Ta poésie amène plus de douceur, plus de dimension onirique et lyrique parfois, beaucoup de sensualité, mais les romans nous cognent fort, hein, dans la réalité du monde et parfois dans le désastre du monde. Donc
Voilà, c'est au fond, je vais conclure là-dessus. Moi, c'est l'admiration d'abord pour la romancière, la poétesse que tu es, et puis ensuite, j'allais dire le dialogue avec toi, ce compagnonnage d'auteur et d'éditeur. C'est une conversation trop rare que l'on a parce qu'on ne se voit pas si souvent que cela, mais voilà, c'est une très belle aventure qui se poursuit. Ariane vous en dira un peu plus tout à l'heure. Voilà. Bruno, tu as évoqué le texte Les mots meurent de mort lente. Et j'aurais bien aimé qu'Ananda, tu puisses peut-être nous lire le début de ce texte-là. Parce que là, on l'a entendu dans Bruno, dans ce que tu as évoqué, quand on parle de l'écriture d'Ananda, souvent les termes qui reviennent sont les mêmes. C'est-à-dire, on parle de puissance, on parle d'incandescence, on parle de violence, de dureté aussi. C'est effectivement pas toujours audible dans sa poésie, si on la prend par bribes comme ça, mais il y a quand même certains textes où c'est très fortement marqué. Et dès qu'on entre un peu plus dans les recueils, quand même, cette violence, cette dureté, elle ressort. Ananda, je veux bien que tu nous fasses un peu entendre cette langue-là, et peut-être que tu nous dises un mot aussi parce que j'y pensais en écoutant Bruno, je me dis, comment tu te situes toi par rapport à cette notion de violence, cette notion de puissance, de dureté? Est-ce que c'est des termes avec lesquels tu es à l'aise? Est-ce que c'est des termes qui te questionnent? Voilà, je veux bien aussi que tu nous dises un mot là-dessus, peut-être. Mhm. Oui, en fait, c'est vrai que par rapport à, même si mes romans sont souvent écrits avec une écriture assez poétique, ah, zut, excusez-moi, j'aurais dû prendre un verre d'eau, mais c'est pas grave. Mais les sujets sont très durs, les sujets sont très sombres, et certains de mes romans, comme Le Saint-River, ou même Le Jour des Caméléons, qui est sorti euh, en 2023, sont quand même des textes très, très, très durs, très noirs, assez pessimistes par rapport au monde. Et donc, j'essaie quand même d'adoucir un petit peu le propos à travers la langue que j'utilise quand même, que j'essaie d'utiliser de la manière la plus ample et sensible et sensuelle aussi possible, mais ça n'empêche pas que ces romans en général traitent de sujets extrêmement violents et même parfois peuvent repousser par cet aspect-là ou choquer certains lecteurs. Par contre, avec la poésie, c'est comme une sorte de moment euh, un peu miraculeux où quelque chose va sortir, mais pas dans le sens d'un long texte, mais comme une sorte d'émotion très forte ou de fulgurance qui veut absolument s'exprimer et émerger à travers cette espèce de floraison de poésie qui fait que pour moi, la poésie, quelquefois, me console de mes textes très durs, en fait. Je la vois un peu comme ça. C'est-à-dire que quand parfois je suis trop enfouie dans un texte très dur, qui me prend beaucoup de moi aussi, parce que je m'y mets énormément, physiquement, émotionnellement, intellectuellement et qu'à un moment donné, j'ai besoin de souffler, de respirer, là, je me permets cet interlude poétique qui va souvent venir de manière continue pendant quelques jours, de manière très concentrée, et puis ça s'arrête. C'est pour ça que mes recueils de poésie sont très courts, en fait. Ce ne sont pas de longs textes, mais ils viennent comme une sorte d'inspiration très fluide. Et puis, peut-être c'est un souffle, une respiration dans tout ce processus d'écriture. Donc, quand la nuit consent me parler, ceux du large, danser sur tes braises, tous ont été un peu écrits dans cette espèce d'état à la fois de recherche de la beauté et
d'une certaine douceur poétique et en même temps d'aller directement dans mon émotion à moi, pas nécessairement celle de personnage que j'essaie d'habiter, mais où je suis peut-être la plus vraie par rapport à tout ce que j'écris, en me mettant quelque part moi-même, en m'impliquant dans les poèmes. Et quand je dis je, c'est je quelque part. C'est moi dans la poésie. Et ce n'est pas le cas dans les romans, évidemment. La plupart enfin, en général, quand j'écris en disant je, ce n'est pas moi. Euh, Alors maintenant, pour parler de Les mots meurent de Morland, ça va peut-être vous faire sourire. L'inspiration n'était pas du tout poétique. C'était même parti d'une sorte de colère et d'énervement. Euh, alors, je suis désolée si je vais peut-être heurter certaines personnes, mais en fait, c'était l'époque où Sarkozy était président de la République et il y avait ce moment où il était dans un salon, je ne sais pas si c'était l'agriculture ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui a dit, qui a refusé de lui serrer la main et il lui a dit casse-toi, pauvre con. Et ça Je pense que m'a. tu vas heurter personne en rappelant Non, mais on ne sait jamais. Bon, je crois pas. Euh, et ça m'a tellement ahuri de me dire, ben voilà, c'est le degré zéro de la langue, quoi. C'est ça, hein, c'était un peu ça, d'entendre ça, et puis c'était répété tout le temps à la télé, enfin, partout, partout, partout. Et d'entendre Casse-toi pauvre con, je me disais, bon, ben, franchement, là, c'est la langue qui est vraiment ramenée à son dénominateur le plus bas, quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait donner envie d'écrire ce texte, les mots meurent de Morland, parce que ben, ça m'est venu comme ça en pensant à ça, mais aussi il y avait un jeu JEU dans le texte, parce que je reprenais un peu cette idée du pauvre con qui revient. Donc quand on lit à haute voix, on l'entend, je vais lire un passage. Donc. Envie de poésie, parce que sans elle, les mots meurent de mort lente. Les mots égarent les sens ensevelis et les tournures troubles d'une langue explorant des pays carmins. Sans elle, la langue ne reçoit que l'éjaculat du mépris. La bouche s'ouvre sur un jus tiède et fade, déversé par ondes interposées, et nous, pauvres complices subjugués par ces mastications inutiles, ces épanchements paroxystiques d'un ventre mou, nous, pauvres conjurés d'un jour, d'une heure, gaspillons notre voix et nos convictions, sans autre consolation parce que ainsi persuadés, pauvres convaincus, vaincus d'avance par l'absence de mots vrais, de mots qui font ce que les mots doivent faire, c'est-à-dire semer le doute et récolter la déraison, cingler les passions et longer les frissons, plier l'infini en quatre et griffer l'obscurité des ongles. Tout cela, oui, oui, mais sans poésie, les mots dérapent, dérivent, détraquent. Les mots érigent des murs de mensonges et le hasard glacé d'une honte sans poésie. Vous n'auriez sous les doigts que le squelette du silence, une peau momifiée qui ne recouvre ni chair ni sensualité, des orbites vides de tout regard, des lèvres retroussées sur l'inutile. La poésie est notre vaine porte. Sans elle, les mots meurent de mort lente. Bon, finalement, j'ai tout lu parce qu'il n'y a pas de ponctuation, donc on ne peut pas s'arrêter. Mais en fait, donc voilà, c'était parti de là. Ah bah Les mots merci, meurent. merci pour cette lecture très belle. Mhm. Enfin, c'était vraiment un moment suspendu. Et merci pour cette anecdote que je ne connaissais pas personnellement et qui va tu vois, qui me permet d'avoir un nouveau regard sur ce texte que j'aimais beaucoup, mais que j'aime encore plus maintenant. Je- je- Alors j'en profite parce que du coup là, on vient de parler donc de ce petit livre Quand la nuit consent à me parler. Mhm. Et
On va pas en parler tout de suite parce que je vais en intercaler un autre, mais Danser sur tes braises, suivi de 6 décennies, et Quand la nuit consent à me parler, vont être rassemblés et paraîtront en poche, dans un petit livre de poche le 7 mars. Donc on est en train de finaliser ça. Il y aura une très belle postface de Nassuf Djelani. Donc voilà, c'est aussi pour ça, ce traversier, c'était l'occasion de mettre en lumière cette parution à venir. J'ai décidé de faire ça de manière chronologique, cet entretien, Nanda. Donc, le livre qui vient après Quand la nuit consent à me parler, c'est un livre très différent. Un livre qui s'appelle Ceux du large. Je dis que c'est un livre très différent déjà parce qu'il est en 3 langues. Ça nous est pas arrivé très souvent aux éditions de publier un livre en 3 langues. On adore les livres multilingues, c'est une vraie passion dans la maison. Et celui-ci, il est en français, en anglais et en créole mauricien. C'est un texte qui parle de personnes qui doivent quitter leur pays, aller chercher refuge ailleurs, et qui, parfois, de manière absolument tragique, meurent lors du voyage. Et parfois aussi, bien souvent, quand ils arrivent sur une terre qui est censée les accueillir et leur offrir un refuge, ne trouvent qu'une terre inhospitalière, où se dressent des barbelés et des fusils. Euh, Peut-être que la question que j'aurais aimé te poser forcément, Nanda, elle concerne la langue. Toi, tu parles très bien ces 3 langues. Tu as écrit 3 poèmes, 3 versions en fait d'un même poème. Est-ce que tu peux nous dire un mot de pourquoi toi c'était important que ce texte-là précisément soit en 3 langues, même si on en a une petite idée? Nous dire ce qui bouge chez toi peut-être quand tu écris en créole, quand tu écris en français, en anglais. Et peut-être nous lire un peu de ces 3 langues aussi, si t'en as l'envie. Oui, alors l'idée n'était pas au départ pas du tout d'écrire de réécrire en 3 langues ces poèmes. Effectivement, c'était on entend beaucoup parler de migration, de migrants, et de plus en plus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas terminé, mais c'était déjà urgent à ce moment-là d'entendre parler de tous ces migrants qui se noyaient dans la Méditerranée ou mouraient en traversant les déserts, les montagnes, et qui se retrouvaient face à des murs, des barbelés ou vraiment des rejets, pratiquement quasiment pour aller mourir. Le nombre de personnes qui meurent en Méditerranée, c'est inimaginable. Euh, et de plus en plus, cette fermeture des frontières se précise aujourd'hui encore davantage parce que ça devient quelque chose, ça devient un sujet qui est remis à chaque fois sur le tapis lors des élections parce que ben voilà, les dirigeants pensent que c'est ça qui va persuader la majorité de les élire, comme en Angleterre, en disant un des slogans du Parti conservateur, c'était Stop Small Boats, ça veut dire arrêter les petites embarcations. Et d'imaginer ça qu'un grand pays riche, relativement par rapport au monde, puisse avoir une campagne qui dise arrêtons ces petites embarcations, c'est-à-dire rejetons-les à la mer et laissons-les les noyer plutôt que de venir chez nous, ça me semble tellement absurde et choquant vu la richesse qu'il y a dans le monde. Et d'autant plus que mes propres origines sont des origines de migration, mais plus anciennes. L'île Maurice était une île inhabitée il y a 400 ans. Et c'est au moment de la colonisation, notamment la colonisation française, que on va faire venir d'abord une main-d'œuvre d'esclaves d'Afrique de l'Est et de Madagascar pour travailler dans les champs de canne à sucre. Puis après l'abolition de l'esclavage, lorsque l'île Maurice n'est plus française mais devient anglaise, on emmène des laboureurs indiens pour travailler, pour remplacer la main-d'œuvre des esclaves.
et donc qui seront transportés aussi dans des conditions difficiles. Donc, mon passé, c'est un passé de migrante aussi. Et ensuite, j'ai aussi bougé dans le monde, j'ai été sur des frontières quasiment tout le temps. J'ai vécu au Congo-Brazzaville, puis maintenant en France, mais sur la frontière suisse. Donc, cette idée de pouvoir appartenir au monde et en même temps que les frontières nous interdisent ce monde, euh, me semble aller à l'encontre de tout ce qui devrait être le principe humain. Le premier principe humain, c'est d'abolir les frontières, me semble-t-il. Mais au moment où j'ai écrit ces poèmes qui parlent, ben, ceux du large, c'est-à-dire ceux qui sont sur ces océans, dans ces traversées, où ils ne savent pas s'ils vont arriver ou s'ils vont se noyer ou s'ils survivront même quand ils arriveront sur ces rives. Euh, je venais de les écrire aussi, comme je disais tout à l'heure, dans une espèce de petite série de poèmes qui se suivent. Et puis j'étais invitée aux États-Unis pour des rencontres littéraires et c'était en 2016. Il se trouve que c'était au moment de la campagne électorale où ben, la première fois que Donald Trump était en campagne. Et aux États-Unis, j'entendais ben, évidemment ses discours et ce langage de haine qu'il avait contre, en particulier contre les migrants. Il m'a semblé qu'il avait libéré une parole de haine extrême et terrible. Il parlait de ces migrants et des pays d'où ils venaient comme des shitholes, c'est-à-dire voilà, des trous à merde, quoi, littéralement. Mais c'était, à nouveau, c'est quand je parle du degré zéro de la langue, là, c'était aussi ça. Et ça m'a tellement choquée que, et en sachant que je devais aller parler au Texas aussi, et je me suis dit, ben là, c'est un endroit, un lieu où, ben voilà, ils sont vraiment très, très, très conservateurs contre les migrants, contre les étrangers en général. Et je me suis dit, ben, puisque j'ai l'occasion de parler en public, je vais peut-être réécrire certains de ces poèmes en anglais et pouvoir les lire. Et donc, dans ma chambre d'hôtel, je me suis mise à réécrire ces poèmes. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je me suis prise au jeu quelque part de tout réécrire avec puisque c'était moi qui réécrivais, il y avait aussi des moments où je me disais, ah, mais ça c'est mieux en anglais, je vais retravailler le français. Et donc, ça devenait quelque chose d'un peu, une sorte de dialogue entre les deux langues qui faisait que, en fait, euh, certains poèmes doivent peut-être, certains poèmes en français doivent peut-être quelque part des images à la version anglaise. Et quand j'ai fini cela, je me suis dit, ben, en fait, ben, j'ai trois langues. Je devrais aussi l'écrire en créole mauricien parce que ça fait partie de ma culture, de mes origines, des langues, et puis de mon pays aussi. Et il se trouve que la plus grande différence réside dans les titres qui me sont venus comme ça et que je n'ai pas changé parce que ceux du large, ça laisse un peu une idée d'inconnu, de mystère. Ils sont au large, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Où vont-ils? Vont-ils arriver ou pas? On ne sait pas. En anglais, je l'ai intitulé Afloat, qui veut dire ceux qui flottent littéralement. Et donc, quelque part, afloat, ça a un sentiment de survie, de survivance, qu'ils ils sont pas noyés, ils réussissent à se maintenir, à se maintenir sur l'eau. Et par contre, quand je suis arrivée à la version en créole, le titre qui m'est venu, c'était Ban noyé, c'est-à-dire les noyés. Et là, ça se rapportait beaucoup plus
à se passer des esclaves dont beaucoup sont morts pendant la traversée, mais aussi des Indiens qui eux aussi mouraient beaucoup pendant la traversée. Et donc, tout ce passé de toutes mes origines euh, dans cette île de l'océan Indien sont entourés par ces noyés qui ont quand même quelque part contribué à la naissance d'un peuple et au fait que je sois là aujourd'hui en train de parler ces trois langues. Donc les trois versions euh, ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est comme une sorte de dialogue effectivement entre les langues. Alors, tu voulais que je lise quelque Ouais, chose? je veux bien que tu lises peut-être les deux premières strophes en D'accord. chaque, euh, en chaque langue. Et puis je trouve ça vraiment Oui, intéressant ce que tu as dit sur les titres, parce que c'est presque, voilà, il y en a qui rentrent presque en contradiction, et en même temps, c'est comme si tu t'adressais directement à chaque peuple et que tu leur disais pas tout à fait la même chose. Et ce exactement. côté, je pense que nous, c'est aussi vraiment ce qui nous intéresse quand on publie des livres en bilingue ou en plus de langues. Oui, Et ouais, c'est vraiment intéressant. d'accord. Bon, ben, je commence par le français. L'océan est une vie offerte et refusée, offerte et refusée. Chaque marée un espoir, une terreur. L'océan est une mort, offerte et refusée. À l'autre versant des possibles, le destin les nargue d'infini. À leurs pieds, le sable n'est que boue. L'océan n'a plus de nom. Dans des barques de feuilles mortes, ils portent, à bout de fatigue, les enfants de leur faim. Rien ne les attend au bout de l'absence. Mais ils persistent à croire. L'océan les condamne. Immobiles, vêtus de barbelés, les récifs attendent le naufrage. L'océan est la seule école. The sea grants you a life, then takes it back. Each tide, a hope, a fear. The sea grants you a death and takes it back. Trying to see beyond the shores the fuzzy stretch of your fate, the sand at your feet has turned to mud. The sea washes faces and names. In skiffs of dead leaves, you bear the dead weights of the children of hunger. Nothing awaits absence, yet belief persists. The sea's molestation. Motionless in their coats of barbed wire, the reefs wait for the wreckage. The sea is their only teacher. L'océan donne-toi la vie et crépranly. La marée en l'espoir, la marée en cauchemar. L'océan donne-toi l'amour et crépranly. Te guette l'autre côté du sable, pousseille devine te destin, mais du sable fin bin la boue. L'océan en blié escatonon. Te fin faire te pirogue et qu'un paquet feuille mort. Te supporte tes enfants, te supporte te fatigue. Non, n'y est pas paix attendre-toi, mais te continuer à croire. L'océan, il condamne-toi. Et que ce collier dit fil de fer, barrière corail, attendre ton naufrage. L'océan, scelle l'école qui comptait. Ah, merci Ananda pour cette lecture en trilingue. C'était remarquable. Je voyais que tout le monde était dans une écoute un peu fasciné. C'est assez rare finalement d'avoir des moments en trois langues comme ça. Écoute, j'ai envie de déroger à la règle que je m'étais fixée au début, parce que les règles sont là pour qu'on les contourne. Mhm, Et comme je vois que le temps file aussi, et j'avais quand même très envie qu'on prenne un petit temps pour parler de ce livre-là, je propose de mhm, faire une petite incursion vers le roman, comme ça on pourra revenir à la poésie après. mhm, Alors ce livre-là, c'est Sylvia P. C'est un roman qui est paru dans une collection dont l'éditrice est présente. Donc je vais la questionner, mais juste une petite phrase que j'ai notée, petite citation qui est présente dans les premières pages de Sylvia P. Où tu écris ceci. Je sais bien que toute entreprise biographique, peu importe la part qui occupe la fiction, est vouée à l'échec. Il y aura toujours, presque honteusement cachée à l'intérieur, la propre biographie de l'auteur.
Et cette phrase, je la trouve remarquable, notamment parce qu'elle vient peut-être déjouer ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que la poésie te permettait de livrer ce que tu avais de plus intime, que ton jeu poétique était toujours ton propre jeu. Et finalement, dans ce roman, j'ai l'impression que ton jeu intime, il est très présent aussi. Et que c'est un livre qui fait un petit pas de côté par rapport à l'origine de la collection sur le fil. Peut-être Muriel, tu peux nous redire un mot sur cette collection et nous raconter un peu comment le projet s'est construit avec Ananda. Ben oui, bonsoir Ananda, bonsoir tout le monde. Pas de côté, alors oui et non. La collection sur le fil, ce sont des romans dont le personnage principal est un poète ou une poétesse au croisement de la grande histoire. Et on a effectivement des personnages comme Paul Éluard dans La Résistance, Max Jacob avant son arrestation à Drancy, Guillaume Apollinaire dans Les tranchées de 14-18, Yanis Ripsos dans Les geôles de la dictature, des colonels, etc. Donc, on a à chaque fois un lien fort entre ce personnage et un moment de l'histoire. Mais ce qui est important, tout aussi important pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien fort entre le personnage principal et son auteur. Et c'est là où le livre d'Ananda a complètement et 100% sa place dans la collection. Alors, comment il est né? Peut-être que tu n'as pas le même souvenir que moi, Ananda, donc on va croiser nos souvenirs. Mais moi, je me souviens que je t'ai demandé plusieurs fois si tu avais envie, je t'ai invité à venir déposer dans la collection ton poète ou ta poétesse de cœur. Et en fait, tout de suite, tu as pensé à Sylvia. Hein. Alors, la question de sa place par rapport à l'histoire, ben, c'était la question du féminisme théoriquement et de la place des femmes, donc c'est quand même vraiment en lien historique. Mais là où c'était formidable et c'était un vrai bonheur de travailler sur ce manuscrit, sur ce roman avec toi, c'est que justement, ce jeu, c'est vraiment le tien. Et donc là, on est face à quelque chose qui est une double entrée. C'est comment tu vas déjouer dans ce roman tout ce qui se dit sur Sylvia Plath, et tu vas le prendre même à rebrousse-poil. Moi, ça, j'adore, j'ai adoré ça. Et comment aussi tu nous dis tellement de choses personnelles sur ton écriture. Tout à l'heure, quand tu as dit justement que le jeu n'était pas le jeu dans le roman, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, ah, sauf dans Sylvia P. Et pour la petite anecdote, je me crois que c'est en allant toutes les deux au prix que tu as reçu. Tu te souviens de ce prix de la romancière et on était dans le taxi et tu m'as dit oui, je crois quand même, ça sera Sylvie. Tu te souviens comment que c'était finalement le pied de nez de tout ça. Enfin bon, c'était le remis par le Figaro Madame, je crois, non? Oui, Madame Figaro, oui, le Madame prix de Figaro. l'héroïne, voilà, c'était le prix de l'héroïne. Voilà, et on s'est dit que vraiment tu leur avais fait un beau pied de nez. Oui, en fait, ben, ce que je vais ajouter, c'est que effectivement, Muriel me posait la question de temps en temps et je pensais souvent à ce texte parce que Sylvia, ce texte n'aurait pas existé, enfin n'aurait jamais été publié si tu ne m'avais pas plus ou moins de temps en temps relancé à propos de ça, parce que je t'ai dit, je me souviens, oui, mais j'ai un texte que j'écris sur Sylvia depuis des années, je reviens là-dessus, j'efface, je corrige, et je crois que je ne le terminerai jamais. Parce que justement, je ne savais pas si ça allait être un roman, si ça allait être une sorte de texte très poétique, si j'allais me mettre aussi dedans. Ça allait être, c'était très hybride la façon dont je l'écrivais parce que plus je m'avançais dans l'exploration de sa vie, de sa poésie, en lisant ses journaux intimes, et plus je reconnaissais quelque part cette femme qui était euh, quelque part prisonnière de son statut de femme, surtout ben, à son époque, quand elle écrivait de la poésie, on disait oui, ben, c'est une poésie de femme, c'est une poésie intimiste, c'est une poésie mineure par rapport au poème de son mari, Ted Hughes, qui a tout de suite été encensé comme grand poète. Et donc, cette frustration qu'elle avait, alors qu'elle avait une ambition littéraire aussi très, très, très forte,
cette frustration aussi d'essayer d'être parfaite dans tous les rôles. Il fallait qu'elle soit une épouse parfaite, un grand poète, mais aussi une mère parfaite, qu'elle sache cuisiner. Il fallait tout faire bien. C'est-à-dire qu'elle se mettait à une espèce de normes tellement élevées dans sa manière de vivre que bien sûr on ne peut pas atteindre ce genre de perfection. Dans une moindre mesure, je me rendais compte que j'ai essayé aussi toute ma vie de jouer un peu tous ces rôles euh, et quelque part de sacrifier le temps que je pouvais aussi, que j'aurais dû m'accorder pour l'écriture, que j'essayais de voler mon temps d'écriture alors que ça ne devrait pas être le cas. Euh, ces moments de désarroi, de désespoir, de doute terrible. Elle doute énormément d'elle-même. Bah, plus je la découvrais, plus je reconnaissais des aspects de ma propre personnalité, peut-être de mélancolie, une sorte de tristesse qui est là en permanence et du sentiment quand on écrit de ne pas être à la hauteur de soi-même, en fait. Et du coup, le texte que j'écrivais devenait aussi un texte qui était très personnel, qui disait beaucoup de ce que je ressentais moi-même. Et finalement, c'est parce que tu m'as tellement dit, ben, envoie-le-moi quand même, je vais le lire et puis je te dirai. Et c'est ça qui m'a un peu permis de me détacher, de me dire, bon, ben, je lui envoie et elle verra ce qu'elle veut en faire. Sinon, je Elle a serai... vu. Elle a aimé, et donc ce livre, ben, il n'aurait pas existé sans cette envie que tu avais de le lire. Donc, il y a comme ça des moments un peu extraordinaires qui se passent. Et j'en suis très heureuse, hein, vraiment. Mais c'est un texte hybride, on ne peut pas dire, ce n'est pas tout à fait un roman, il y a de la poésie, il y a de la fiction, il y a je ne voulais pas que ce soit un texte biographique du tout. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'il est formidable. C'est pour ça qu'il est absolument somptueux. Voilà. Complètement. Ouais, ben, écoute, c'est un bel hommage à l'acharnement des éditeurs et des éditrices, hein, et quand même, c'est un texte absolument remarquable et qui est paru en plus une année où il y a eu, je crois, 4 livres sur Sylvia Plath qui sont sortis. Et en les lisant, parce que du coup, on a lu les autres parutions par curiosité, et je me disais à chaque fois, ouais, mais quand même, la puissance, justement, qu'il y a dans ce livre-là, elle reste inégalée. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet échange et on n'arrivera pas à la fin sans dire un mot quand même de Danser sur tes braises et 6 décennies, qui entre si bien en écho avec tout ce que vous venez de vous dire avec Muriel. Danser sur tes braises, c'est un premier texte que tu dédies à ta mère, donc, qui fait suite en fait au décès de ta mère, mais à travers ce deuil, tu revisites aussi toute la lignée de femmes qui t'ont précédée, tu revisites ta place en tant que femme, ton rapport à l'écriture, comment l'écriture t'a à la fois dévoré et libéré, comment ce rapport il a remis en question des relations. Voilà, c'est vraiment un texte qui circule autour de ces questionnements-là. Et ça m'a beaucoup fait penser ce que vous venez de dire autour de Sylvia Plath, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et 6 décennies, le texte qui suit, c'est un texte que tu as écrit, euh, j'allais dire pour célébrer la soixantaine. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on fait du désir quand on a 60 ans? Qu'est-ce qu'on fait de ce désir qui ne s'éteint pas, ce désir qui est toujours brûlant? Qu'est-ce qu'on fait de ce corps aussi, ce corps qui vieillit, mais qui est toujours animé de pulsions, animé de fantasmes, et surtout qui est tenu par l'écriture, puisque c'est toujours l'écriture qui revient, et l'écriture qui est finalement au centre de ces 2 textes, comme une puissance mobilisatrice. Et voilà, moi j'avais envie que tu nous parles un peu de ça, comment... Est-ce que pour toi, l'écriture, on pourrait dire banalement, c'est un outil de libération? Est-ce que c'est quelque chose qui te sauve ou qui te permet d'aller ailleurs, qui te permet d'aller plus loin dans ta vie? Voilà, j'avais envie de te demander de nous parler un peu de ça. Euh,
Oui, je crois que absolument que c'est l'écriture qui m'a sauvée, qui m'a permis de me dépasser, d'être vivante quelque part, de sentir que j'étais vivante. Et ça, je n'en ai aucun doute. J'ai commencé à écrire très jeune sans me rendre compte, enfant, sans me rendre compte de l'importance, mais, mais je crois aussi parce que j'étais une enfant extrêmement timide. Enfin, timide, c'est même peut-être pas tout à fait le mot, mais à l'époque, on n'avait que ce mot pour dire, pour les silencieux, les taiseux, ceux qui ne voulaient vraiment pas parler. Et donc, ce silence-là, ben, j'avais besoin quelque part de le rompre, mais c'était pas par l'écriture, en fait, que je l'ai rompu, et je me sentais toujours un peu en retrait par rapport au monde, à observer, à voir les choses à partir de mon silence. Et une fois que je me suis rendu compte que c'était dans l'adolescence, que c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi et euh, que je ne pouvais pas m'arrêter, quoi. J'écrivais énormément, énormément. C'est devenu peut-être la colonne vertébrale que, que je n'avais pas en tant que personne, que personne du quotidien, et qui m'a permis aussi, ouais, c'est vrai, de survivre à des moments très, très, très difficiles. Alors, oui, Danser sur tes braises, c'est aussi un hommage à ma mère parce que elle n'était pas une femme silencieuse, mais une femme d'une intelligence extrême qui n'avait pas eu l'opportunité de faire des études. Elle avait très peu été à l'école, mais elle était complètement autodidacte, donc elle lisait énormément. Mes deux parents lisaient énormément d'ailleurs. Et elle avait des ambitions pour ses filles. On était à trois filles, en fait, elle n'avait pas de fils. Et parfois, ça nous semblait pesant qu'elle était toujours là à nous dire, oui, mais il faut réussir, il faut pouvoir avoir une profession, il faut tenir. Et c'est bien sûr que c'était nécessaire, mais enfant, tu as l'impression que que oui, elle attend trop, qu'elle attendait trop de nous. Euh, et ce n'est qu'après que, quand on devient mère, on se rend compte à ce moment-là, on comprend mieux sa mère, je crois. Parce que mes deux sœurs et moi, on adorait notre père et notre mère, c'était quand même plus difficile. Et je ne l'ai compris que quand j'ai eu des enfants. Bon, elle est morte jeune, elle est morte, elle avait 62 ans. Et je voulais toujours écrire sur elle. D'ailleurs, je crois que j'écris à partir d'elle quelque part. La plupart enfin, beaucoup de mes romans ont des pères où il y a des pères très violents, etc. Ce n'est pas mon père, mais plutôt le sien dont je parlais. Mais au moment où moi, je suis arrivée à cet âge où elle est morte, là, ça a quelque part libéré ce dialogue que j'avais entamé avec elle. Et donc, j'ai pu écrire et terminer ce texte, Danser sur les braises, sur tes braises, euh, parce que c'était ce moment où j'arrivais à son passage et que je me disais, bon, mais maintenant je peux lui dire et lui parler, lui dire tout ce que je ressentais. Euh, et en même temps, il y avait aussi cette envie de parler du fait que ce n'est pas terminé, que même à 6 décennies, comme la suite s'intitule, ben, de nos jours, enfin de nos jours, je veux dire, peut-être à notre époque encore plus, on sent on n'est pas vieux, fait forcément arrivé à 60 ans, euh, et que ça a déclenché aussi peut-être cet adieu à ma mère. Et arrivé à cet âge, ça a déclenché aussi l'envie de dire que ben, oui, tout n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup de plaisir et de désir qui peut naître à cet âge et que on ne dit pas, bon, ben, maintenant on ferme la porte et c'est terminé. Et j'avais voulu aussi que ça, que le recul
recueil ne se termine pas par cet adieu, mais par un renouveau à la fois personnel, physique, émotionnel, mais aussi pour d'autres femmes qui liront que ce n'est jamais fini, qu'il y a toujours le moment où il y a une espèce de flamme qui renaît à n'importe quel âge. Mm. Et d'ailleurs, tu as livré un très bel éloge de l'orgasme, qui est la postface de l'anthologie érotique, parue Effectivement. l'an dernier. Et c'est vraiment parce que j'avais lu 6 décennies et que ça me paraissait évident que ça te revenait d'écrire sur cette question du désir et de l'orgasme, finalement. Je pense qu'on va bientôt devoir s'arrêter et passer aux questions. J'aurais beaucoup aimé que tu nous lise peut-être la page 34 de Danser sur tes braises, parce que Mhm. je pense qu'elle résume assez bien en fait ce que tu viens de dire sur le rapport à ta mère, le fait que tout n'est pas terminé et que finalement les textes, c'est peut-être ce qui reste et ce qui permet de créer du lien et une continuité. D'accord. Oui. Dès la naissance, la vie est une exploration de la perte. Apprendre à perdre est la chose la plus difficile qui soit. Ton visage, si grave, ta main, même pas froide, ton sari, le seul vêtement que tu portais, clair et frais. Ce ne sont pas là des images de mort, ce sont celles d'une continuité, de liens préservés, de rêves encore et toujours arrimés à ta forme et à ton visage. Bien sûr, le chemin n'est pas encore accompli. De ta mère à toi, de toi à moi, les entraves de la féminité ne se sont pas encore défaites, ni les énigmes résolues. Peut-être appartient-il à une autre de nous libérer. Merci Amanda. Je vais peut-être rendre la main à Clément parce qu'il y a sans doute des questions. J'ai une question qui venait depuis un moment de Louise qui demandait est-ce que dans les moments poétiques pouvaient surgir pendant que tu écrivais aussi des romans? Et là, bah, on entendait aussi avec Sylvia P. que finalement, dans ce roman, il y avait, tu le disais, de la poésie. Mais dans d'autres moments d'écriture, est-ce que voilà, ça vient? Est-ce que c'est coupé, on va dire, un roman à un moment donné et puis la poésie d'un autre? Voilà, je me permets un peu de l'élargir pour avoir ta réponse sur ce sujet. Oui, ben, merci Louise. Oui, c'est une bonne question. Non, en fait, dans les romans aussi, la poésie surgit. Et au contraire, les moments où, dans les romans, bon, il y a quand même enfin, une idée de départ très forte, une idée des personnages, la construction romanesque, etc. Mais pendant le processus d'écriture, lorsque les mots se mettent à couler, les phrases à m'entraîner, le texte à aller plus vite que moi, je dirais, ce sont des moments où la poésie prend le relais, en fait, et m'entraîne dans une espèce de flux mélodique et poétique. Et là, j'ai vraiment le sentiment que le texte se met à vivre, qu'il vit par lui-même, que je n'ai pas besoin de le guider. Et ça, c'est très important. Ce sont des moments où je sens que je suis portée par le texte plutôt que c'est moi qui le porte. Et ça a été un peu un problème pour moi à mes débuts quand j'ai commencé à écrire des romans pour me faire publier, parce que j'envoyais mes textes par la poste à des éditeurs. Et au début, mais là, je parle des années 80, hein. Ce n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, je recevais souvent des commentaires comme vous avez une belle écriture, mais il faut savoir faire la part des choses entre la prose et la poésie. Et on pensait que, enfin, les éditeurs me disaient que, en fait, il fallait pas que la poésie ne s'introduise dans les textes en prose. Et donc, j'avais enfin, j'avais peur de me freiner quelque part ou de changer de style. Et en même temps, je me disais, ben, peut-être que avec tous ces refus, il faut vraiment que je change de manière d'écrire. Et puis finalement, bon, ben.
ce n'était pas possible. Je me suis dit, bon, bah, si je suis publié, c'est publié, sinon tant pis. Mais c'est vrai que Pagli ou Moi l'interdite, par exemple, c'est un texte qui est à la fois un conte, c'est un peu un roman, un conte, mais aussi un texte très, très poétique, et Pagli aussi. euh, se termine quasiment dans une espèce de flux poétique. Et moi, je suis contente d'avoir eu la patience et puis de ne pas m'être découragée totalement avec ces refus-là. Mais c'est vrai que la poésie, c'est toujours très, très, très important, même dans les romans. Merci. Est-ce que aussi, je t'invite Ananda, s'il y a encore quelques extraits ou quelques textes qui te sembleraient aussi à nous partager, voilà, de le faire avec plaisir, de continuer à écouter un petit extrait ou deux, et Ah puis oui. voilà, de voir ensuite. S'il n'y a plus d'autres questions, on s'en ira remettre le traversier au port et réattendre le prochain périple. Moi, je peux peut-être lire un petit bout de Sylvia Plath. Mais bon, il faut que je cherche un extrait qui soit... Oui, peut-être je vais lire un petit extrait, un extrait de Sylvia P. où le chapitre s'intitule Rêve. Bon, là, c'est Rêve 3 Méduse, c'est-à-dire que à plusieurs moments, les chapitres que j'intitule Rêve, c'est-à-dire que je me mets un peu dans la peau de Sylvia et je la fais parler. Euh, pas à partir des choses qu'elle a dites dans son journal, mais uniquement de ce que je rêve d'elle. Et là, quand elle dit Méduse, elle parle de sa mère. Elle a écrit un poème qui s'appelle Médusa sur sa mère. Ma mère, la Méduse, vampire qui règne sur ma vie et projette son ombre néfaste. J'en rêve sans cesse, ne cesse de la rêver, rêve que je la tue, rêve que je suis tuée. Ô femme que je ne peux aimer, que je me dois d'aimer, qui a tué mon père pour le crime d'être né mâle, avec sa vieillesse mâle et sa maladie mâle et sa mort mâle, qu'il allait seul avec ses deux enfants, seul pour les élever, les nourrir, les bercer, les grandir, les détruire. Seul parce que, sacrificielles comme elles le sont toutes, les mères, brebis, vaches, couveuses, livrées à la voracité de leur progéniture, expulsées dans le sang. Et ensuite, c'est à moi de l'adorer pour le restant de ma vie, pour faire amende honorable d'être sa fille, d'être ce sang expulsé, d'être ce petit corps effroyable sorti de l'antre d'un ventre inhospitalier, parce qu'elle a nourri de tels ressentiments, pas de doute, d'être seule, si seule avec la lourdeur de moi, poids impossible, impossible matière, usurpant ses cellules pour grandir, dévorant sa chair et ses muscles, et plus tard, de ne pas assouvir ses rêves par procuration. Un fantôme sans ombre, comme ce bébé, je suis piégée entre deux mondes, l'un mort, l'autre incapable de naître. Voilà, ça c'était Sylvia. Et la mère, mais bon, c'est un autre rapport que moi avec ma mère, mais elle en a beaucoup voulu à sa mère, en fait. Merci Ananda, je crois qu'on a bien entendu la violence et la puissance dont on parlait tout à l'heure. C'était une parfaite illustration. Oui. Et la beauté de la langue, et la Ah, beauté évidemment. de ta langue. Voilà, c'est somptueux. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas qui sont venues, mais je pense qu'on est, comme à chaque fois, tellement en suspension qu'on attend, on espère, on a le cheminement que Bruno, Ariane ou Muriel nous tissent, et puis on a ce que vous livrez aussi pendant ce traversier. Je t'inviterai volontiers pour le clôturer à nous choisir un autre texte, et en attendant, je livre aux adhérents de la presqu'île
qu'il faut noter que le mercredi 9 avril, nous allons faire notre assemblée générale. Alors, ça a lieu sur Paris, mais on a l'habitude maintenant, et on sait bien l'organiser, de vous avoir aussi en visioconférence. Donc, voilà, on aura l'occasion aussi, le mercredi 9 avril à 19h30 généralement, avec notre petit quart d'heure de retard classique, parce que la salle, le temps qu'on l'aménage, le temps qu'on se pose. Mais voilà, on aura cette occasion-là. Et puis, il y aura également, durant l'année, encore d'autres événements et peut-être un troisième traversier. On verra bien dans le deuxième trimestre de l'année. On verra si on pourra continuer à organiser ce moment réjouissant. En tout cas, merci encore à Ananda. Merci à Merci Ariane, Bruno et Muriel aussi d'être là. Et encore une fois, un plaisir que d'avoir voilà, de la lecture et en même temps une compréhension de ton œuvre, de ton univers pour aussi cheminer avec toi. Merci. Merci beaucoup. Clément, tu voulais un texte de clôture? Ananda, moi j'ai une suggestion. Oui, d'accord. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu nous lirais les pages 82 et 83 de Danser sur tes braises, mais du coup de 6 décennies, plus Ah oui. exactement? Je pense que ça nous fera terminer sur une note optimiste. D'accord. Ok. 6 décennies, et je l'admets, je refuse tout ce qui interdit l'essence, tout ce qui nous embourbe, nous entourbe, nous réduit à moins que nous-mêmes. La nature nous a construits autres, joyeux et généreux. C'est là le ravissement de l'incertain, le reniement de tout ce qui nous encastre et nous empêche d'être, le simple fait d'une joie, d'une tendresse, d'un orgasme rieur. Je ne veux d'aucun masque, aucun voile, aucune croyance qui m'interdise d'être. Vraiment, me dit-il, peux-tu le prouver tout de suite? Et j'ai ri. Ne ferme pas la porte contre l'orgasme qui s'annonce, ni ses fêlures, ni sa vigueur. Laisse monter la marée du sang qui ravage l'ordinaire. Toute terreur est propice à l'agenouillement propitiatoire. Ainsi a-t-il parlé. Voilà. Merci Ananda. Merci à vous. Merci à tous d'avoir Bah été. ouais, mais merci à tous d'avoir été là. Merci Clément pour avoir mis tout ça en route. Mille merci Ananda d'avoir pris ce temps. Je sais que c'est une semaine chargée de ton côté, mais c'était vraiment un bonheur de pouvoir Plaisir. échanger. Et puis le 7 mars, rendez-vous en librairie pour la parution du Poche qui rassemble donc Quand la nuit consent à me parler et Danser sur tes braises ainsi que 6 décennies et un texte inédit, aussi un poème inédit qui sera à découvrir dans ce recueil. Mhm. Voilà. Très Eh bien. bien, merci encore beaucoup, ici et là, un peu de partout dans le monde. On vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, le traversier est enregistré, sera disponible en replay. On va finir par devenir euh, à savoir le faire. Mais donc, voilà, il sera disponible pendant un moment, spécialement aux adhérents de la presqu'île. Et puis, on verra dans un second temps pour qu'il soit potentiellement ouvert publiquement et donc vous pourrez aussi le repartager. Voilà, on vous tiendra au courant dès que ça sera de nouveau disponible. Merci beaucoup Ananda et Très bien, puis merci. à bientôt. À Au bientôt tout le monde. Bonne soirée. bientôt, au revoir.